Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain, Abonnez-vous à notre podcast sérieux mais pas trop. pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ce peuple et de leur territoire au premier millénaire. Et retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour tout savoir sur l'actualité de ce projet. Et n'oubliez pas de nous donner des étoiles sur votre application de podcast ou de balado favorite, comme on dit dans la belle province. Ceci est l'épisode 25. Un franc peut en cacher un autre. Les choses se sont compliquées pour Hermann et Frida, nos kidam francs, en ce début de IVe siècle, avec la reprise en main de l'Empire par Dioclétien et ses collègues. Leur belle carrière de pillards va se heurter à un os. Un os qui s'appelle l'Empire romain réorganisé et efficace, avec des empereurs trop contents de leur mettre enfin une bonne raclée de temps en temps. Pirates des mers ou simples fantassins lancés à l'assaut des fortifications, la période phase du IIIe siècle prend fin et nos héros finissent la plupart du temps comme des figurants malheureux et facilement sacrifiables des histoires embrouillées entre empereurs. Ou dit plus simplement, c'est la fin de la fête du Subligacoulou. Enfin ça, c'est surtout le cas pour les Francs qui continuent à vivre librement de l'autre côté du Rhin. Parce que pour ceux qui ont survécu à toutes ces péripéties et qui ont fini leur carrière comme paysans ou soldats ou mercenaires au service de Rome en échange de la vie sauve, eh bien pour cela l'histoire va prendre une autre route. Et d'ailleurs, ces anciens Francs commencent à être bien nombreux au fil des décennies. Retrouvons-les d'ailleurs dans cette période de début du IVe siècle. Reprenons notre histoire des Francs au mois de janvier de l'année 350. Constantin le Grand, le héros de l'épisode précédent, est mort depuis déjà 13 ans, dans son lit d'ailleurs, après un long règne et 20 ans de guerre civile où il a fini par triompher de tous ses ennemis, avant de s'éteindre tranquillement en 337 et de voir son empire partagé entre ses 3 fils. Et en janvier 350, on apprend qu'un visiteur de marque vient d'arriver dans une petite ville au pied des Pyrénées, une ville qu'on appelle aujourd'hui Elne, à 10 km environ au sud de Perpignan. Ce visiteur, c'est Constant Ier, l'empereur romain d'Occident, dernier des 3 fils de Constantin le Grand donc. Alors, il faut savoir qu'Elne n'est qu'une petite forteresse qui garde le passage entre la province de Gaule et celle d'Ibérie. Une petite ville romaine sans importance particulière, juste un relais fortifié avant le passage des Pyrénées. Constant et sa troupe ont donc décidé de faire halte ici, s'arrêtant dans l'église de la ville pour se reposer, avant de continuer leur route vers la province d'Ibérie. Mais, en ce jour de 350, d'autres Romains sont en train d'arriver à Elne. Des cavaliers qui viennent de parcourir plusieurs centaines de kilomètres à bride abattue, à travers la Gaule, et se dirigent vers l'église pour trouver l'empereur. Une troupe d'élite qui vient directement de son quartier général, à Autun, en Bourgogne moderne. Et cette troupe est commandée par un officier supérieur romain, un certain Geiso, spécialement détaché pour cette mission. Mais ce n'est pas son titre dans l'armée qui doit nous intéresser, c'est son nom, Geiso ou Weiso. Pour tous les historiens, Geiso n'est pas un nom romain, c'est très probablement un nom germanique. Geisus, d'où vient Geiso, signifierait le javelot dans la langue des Francs, et on le retrouve dans un grand nombre de patronymes, comme celui par exemple du chef Mérogeise, le deuxième dragon, mis à mort par Constantin le Grand dans les arènes de Trêves, 40 ans plus tôt. Et oui, notre officier supérieur romain, chargé d'une troupe d'élite, a donc indéniablement un nom barbare. C'est quoi cette histoire de Geizo? D'où il vient ce Gadji, ce bonhomme? Est-ce que tu peux faire un petit retour en arrière? Car j'avoue, j'ai l'impression d'avoir raté quelques étapes. On était en 307, tranquille,
et les doubles dragons étaient jetés aux lions à Trêves. Et ils devaient se régaler, les lions, avec merguez. Et là, un officier supérieur franco-romain débarque voir l'empereur. Comment c'est possible? Alors en effet, il faut faire un bref retour sur les 40 dernières années pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. D'abord, politiquement, les choses ont bien changé. La tétrarchie de Dioclétien semblait être le système parfait pour traiter les racines profondes de la zizanie à Rome du IIIe siècle, sur le papier en tout cas, avec un gouvernement confié aux militaires les plus méritants, avec des successions planifiées à l'avance, un travail en équipe entre les Césars et les Augustes. Mais comme toutes les belles idées, la mise en œuvre s'est révélée assez difficile. En fait, à la minute où Dioclétien a lâché les rênes du pouvoir, le système s'est littéralement écroulé. Les fils des premiers tétrarques, à commencer par Constantin, le fils de Chlore, comme d'autres généraux ambitieux, n'ont pas accepté les choix faits par Galère suite au retrait de Dioclétien pour les nouvelles nominations et se sont rebellés contre le pouvoir impérial. Et s'en est suivi 20 ans de guerre civile entre les différents prétendants et usurpateurs. Et à force d'alliances et d'élimination, un seul d'entre eux a fini par s'imposer comme unique empereur en 324. C'est notre Constantin Ier, dit le Grand, le fils de Chlore, le triomphateur des Francs en 307 de notre dernier épisode. Un homme qui s'impose à la tête de l'Empire en utilisant d'ailleurs massivement des troupes de mercenaires francs ou d'hélettes, et un empereur qui reprend à son compte les nouvelles structures administratives et militaires de Dioclétien et dirige avec l'aide progressive de ses fils l'Empire et ses armées durant la décennie suivante. Ok, jusqu'ici, rien de neuf. On commence à comprendre qu'à la tête de l'Empire, c'est une sorte de battle royale incessant. Mais est-ce que, pour Hermann aussi, c'est bis repetita? Ou y a-t-il enfin du nouveau à l'Est pour les Francs? Alors, pas tout à fait. Pour ce qui est des Francs d'outre-Rhin, on retombe à cette époque dans un scénario que vous connaissez déjà, à savoir une alternance de raids de Germains suivie de campagnes romaines brutales contre eux pour ramener le calme. Et après chaque reprise en main romaine du Limès, la frontière est progressivement dégarnie pour envoyer les légions du Rhin combattre dans la guerre civile ou servir sur les autres fronts comme sur le Danube. Et ainsi, les raids francs reprennent, et ainsi de suite. On a donc une série de campagnes romaines pour écraser les Francs en 309, puis en 313, puis en 317. Une belle suite de massacres de Francs perpétrés par Constantin, puis l'un ou l'autre de ses fils qui reprennent le flambeau sur le Rhin lorsque l'empereur finit par s'installer définitivement à l'est dans sa nouvelle capitale. Des contre-offensives qui nettoient régulièrement la frontière du nord de la Gaule, avec son lot de Francs massacrés ou faits prisonniers et relocalisés sur les terres d'Empire. Même si, au bout d'un moment, on note une inflexion des auteurs au sujet des Francs. Leurs raids n'ont plus apparemment la même puissance qu'à la fin du IIIe siècle. En fait, les Romains semblent réagir plus vite lorsque des pillards franchissent la frontière et écrasent apparemment sans trop de difficulté les bandes, et enchaînent avec efficacité des campagnes en Germanie, qui, à défaut de leur permettre de retrouver les coupables, font payer tous les habitants des régions d'origine des pillards à leur place. Mais ne fait-on pas face ici à un biais potentiel des historiens antiques? À partir du moment où Constantin prend le contrôle de l'Empire, le centre de gravité se déplace plus loin à l'est, là où on a de nouvelles menaces, les Goths, les Sarmates ou les Sassanides. C'est ça la nouvelle priorité de Constantin le Grand. D'où sa nouvelle capitale d'ailleurs, Constantinople. Mais si les auteurs parlent moins des Francs dans le deuxième quart du IVe siècle, cela ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien sur le Rhin. Enfin, à mon avis. C'est juste que Rome est mieux organisée pour réagir et tenir le choc, afin d'éviter les grands raids destructeurs, au moins les plus grands. Ou alors, est-ce que les nouvelles grandes menaces plus médiatiques de l'époque ne font pas tout simplement plus de buzz que les Francs dont on commence à avoir l'habitude? En fait, c'est le plus probable. Et pour plusieurs raisons. D'abord, la frontière a été renforcée structurellement. Alors oui, on peut croire qu'une rivière avec beaucoup d'eau suffit déjà à marquer cette frontière. Mais c'est totalement insuffisant pour arrêter une bande d'hommes déterminés, même durant l'Antiquité. Le Rhin est une limite, mais pas une défense. Donc, depuis Dioclétien, un énorme programme de construction a été mis en place que Constantin a poursuivi activement.
Une passion de bâtir jamais satisfaite, va dire de Dioclétien, l'historien antique chrétien Lactance, qui le détestait. Le limet s'est renforcé sur toute la frontière, sous le premier empereur Dioclétien, puis sous Constantin. Des forteresses qui se multiplient dans toute la région et les murailles des villes qui se renforcent, en plus des travaux déjà entrepris dès la fin du IIIe siècle sous Aurélien. Les Germains étant notoirement mal équipés pour les sièges, ces constructions marchent efficacement pour éviter ou ralentir les attaques surprises. Et deuxième phénomène tout aussi important, c'est le nombre de soldats. Une réforme massive du recrutement des légions, qui là aussi a été mise en place dès Dioclétien pour augmenter de manière drastique le nombre de légions. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur les chiffres exacts, mais généralement, on estime qu'entre le début du règne de Dioclétien et le règne de Constantin, l'armée aurait presque doublé de taille, passant de plus de 300 000 hommes à environ un demi-million. Et pourtant, il semblerait que la carrière militaire ne fasse plus trop rêver les citoyens romains au IVe siècle. En tout cas, les conditions socio-économiques rendent le recrutement romain de plus en plus difficile, si on en croit la plupart des historiens. D'où le recours massif aux immigrés germains, entre guillemets, pour remplir les postes dont ne veulent pas les bons romains. Tiens, ça me rappelle aussi quelque chose, mais bon. Il faut dire que le métier soldat est un métier difficile. C'est une vie dure et âpre avec des engagements qui durent généralement dans les 25 ans. Et il est clair qu'il y a plus d'affectations le long du Rhin et du Danube que sur la côte amalfitaine. Eh oui, Capri, c'est fini. D'ailleurs, parmi ces nombreuses réformes, Dioclétien impose l'hérédité de certains métiers. Et bingo, celui des armes. Si un homme est soldat, il semble que cette carrière devienne obligatoire pour ses fils à partir du quatrième. Un signe évident, s'il en est, que le job ne devait pas être si génial que ça dans le bas empire romain. En effet, un indice intéressant se trouve d'ailleurs au musée romain de Cologne en Allemagne moderne. Un monument funéraire en forme de grosses pièces carrées, datant précisément du IVe siècle, trouvé sur la rive droite du Rhin, dans la ville fortifiée de Deutz, Divicia en latin, dans la banlieue de la grande ville allemande moderne. Un de ces innombrables points forts du Limès pour surveiller les Germains. Le monument détonne par son côté brut à tous les niveaux. La pierre est taillée très grossièrement, presque à la va-vite. Elle n'est pas polie, c'est juste un gros bloc vaguement rectangulaire. Les caractères sont eux aussi limite grossiers, burinés de manière très irrégulière par une main pas très habile. Et le texte enfin est assez surprenant aussi. Pas de fioritures, un texte tranchant qui dégage pas mal d'émotions par sa simplicité et que vous pouvez retrouver en photo sur notre chaîne Facebook ou Instagram. En français courant, on peut lire la chose suivante. Le protecteur Viatorinus a servi pendant 30 ans. Il a été tué par un Franc au pays des barbares, près de Divicia. Le commandant adjoint de la garnison a érigé ce monument. Alors, on ne sait évidemment rien de ce Viatorinus, un anonyme parmi le un demi-million d'autres soldats de cette époque. Sinon qu'apparemment, un de ses compagnons légionnaires a dû lui tailler comme il pouvait cette pierre, en signe de respect et d'affection. Une pierre mal faite, sans raffinement, mais un dernier hommage pour un homme tombé pour l'Empire après une vie entière de service. Derrière la sécheresse du message, difficile de ne pas ressentir la tristesse du tailleur anonyme et le sentiment d'injustice devant le destin cruel de Viatorinus. Destin qui peut être celui de tous ces hommes. Difficile aussi de ne pas sentir l'hostilité pour un ennemi dont on ne connaît pas le nom. Cette mort, ce n'est pas la faute d'ennemis indéterminés ou à cause du destin. C'est bien un Franc qui lui a fait la peau. La formulation au singulier fait de l'élimination du Romain un acte très personnel. Un Franc, un ennemi, limite un criminel, avec qui les rencontres se réduisent pour un Romain durant les périodes de tension à tuer ou être tué. Il ne faut pas imaginer que les soldats de l'Empire vivent la belle vie sur le Rhin au IVe siècle, parce que les historiens romains deviennent relativement silencieux à propos des Francs ou que le limès a été bien renforcé récemment. Ou même croire que les Romains faisaient ami-ami avec leurs voisins germaniques. Le monde barbare reste l'ennemi. Rome reste dans une optique de forteresse assiégée face à un monde hostile et prêt à lui fondre dessus à la première occasion. Bon,
Pourtant, on pourrait imaginer que des soldats comme Victorinox développent au moins quelques liens avec ce qui se passe de l'autre côté du Limes. Au bout de 30 ans, enfin. Même la garde de nuit sur le mur a développé plus de relations avec les sauvageons, non? Bon. En gros, ce que tu dis, c'est que Francs et Romains ne sont pas devenus copains sous prétexte que des grandes campagnes successives ont permis d'en envoyer un paquet côté romain comme esclaves ou prisonniers de guerre. Personne n'a vraiment de frères d'armes sur l'autre rive du Rhin. Et si Rome a réussi à contenir le problème au prix d'immenses sacrifices, financiers et humains, rien n'est réglé dans le fond pour ce qui est de la paix véritable aux frontières. Eh oui, même si la présentation d'une hostilité permanente est forcément une simplification de la réalité. Encore une fois, les périodes de calme et de paix, même relatives, avec échanges commerciaux et diplomatiques, s'intercalent avec les périodes hostiles. D'ailleurs, il y a un autre aspect de la nouvelle réalité des relations entre Francs et Empire romain qu'on découvre à partir du IVe siècle. Car on peut aussi parler d'un autre monument funéraire latin, plus ou moins datable de cette même période, retrouvé lui près de la ville moderne de Budapest. Un bloc de pierre très simple, bien taillé cette fois, présentant l'épitaphe d'un soldat anonyme de l'armée romaine, lui aussi que vous pouvez consulter sur notre chaîne Facebook ou Instagram. Un monument comme on en trouverait des centaines d'autres sur le limès de Rome. Mais l'inscription, elle, n'a rien de banal. En fait, elle fait exploser littéralement les représentations caricaturales des mondes barbares et romains qu'on pourrait avoir. Et on lit donc sur cette stèle, que je vous livre en latin dans le texte, Francus ego cives, Romanus miles in armis. Une inscription dont l'interprétation reste discutée à ce jour, parce que la ponctuation, ou plutôt son absence, force à choisir parmi plusieurs sens possibles à la phrase. Alors, première interprétation littérale, j'ouvre les guillemets, je suis un franc, citoyen romain, militaire de profession. Un scénario typique donc d'un mercenaire franc, devenu citoyen romain, distinction acquise comme récompense après un service militaire pour Rome. Une pratique vieille comme le monde qui se perpétue encore à ce jour, dans la Légion étrangère en France par exemple. L'inscription confirmerait juste l'intégration massive de troupes barbares dans les légions, de mercenaires ou d'auxiliaires comme Rome en utilise depuis toujours et qui reçoivent la citoyenneté et une terre en récompense de leurs années de service. Mais l'autre compréhension admise consiste à faire de ce franc un autre type de soldat romain. Selon cette hypothèse, la phrase deviendrait dans ces conditions, et j'ouvre les guillemets, je suis un citoyen franc, militaire romain sous les armes. Bah, c'est quoi la différence? Dans les deux cas, c'est bien un franc et un militaire, non? Je ne vois pas trop ce que ça change en fait. Tu peux pousser ta version un peu plus loin, s'il te plaît? D'ailleurs, petit message personnel, j'en profite pour rappeler aux quelques élèves de cinquième qui s'aventureraient sur ce podcast que le latin, ça sert aussi à ça. Sans compter la tête de votre prof de latin quand vous lui poserez la question. En fait, si, ça change pas mal de choses. Un Germain qui se classifierait comme cives francus, disons citoyen franc pour faire simple comme dans ma traduction, se décrirait lui-même en tant que franc issu du monde romain, pas juste comme un immigré mercenaire naturalisé comme dans la première interprétation. Pour citer l'historien célèbre Patrick Gary dans son livre Le monde mérovingien, pour qu'un barbare utilise le mot kiwis pour décrire son identité, voilà qui montre avec quelle force la société franque a été marquée par l'empreinte romaine au point de faire partie intégrante de l'Empire. Ce franc-là est un homme qui est sans doute né dans l'Empire romain, dont le métier est soldat au service de Rome, comme un légionnaire lambda d'Illyrie, d'Égypte ou de Lusitanie, des régions romanisées depuis longtemps pour leur part. Un homme complètement intégré au monde romain, donc, qui obéit à ses lois et à ses dirigeants, mais qui a décidé de faire apparaître sur son monument funéraire ce qu'il considère comme sa véritable identité, celle du peuple spécifique auquel il se rattache, d'une ethnie, pourrait-on dire, pour traduire le mot latin gens, vivant au cœur de l'Empire. En ce sens, l'inscription du soldat franc de Budapest est considérée comme très importante. On a peut-être là le témoignage concret qu'à partir du IVe siècle, les Francs font partie du monde romain en tant que groupe spécifique appartenant à son univers.
Un nouvel ensemble culturel prenant sa place à la manière de tous les autres peuples dont le territoire a lui aussi été absorbé par l'Empire des siècles plus tôt, qu'ils soient gaulois, grecs ou syriens. Bon, après tout, finalement, je pense que tu as raison. Ça ne semble pas si bizarre que ça quand on y réfléchit. Il semble clair que dans ces quelques siècles d'expansion de l'Empire romain, à peu près personne ne se considère du point de vue de l'identité comme un Romain, de toute façon. Sauf peut-être ceux qui habitent la ville éternelle et ses environs. Donc, si tout le monde se décrit selon un qualificatif régional ou ethnique, pourquoi pas les Francs de l'Empire? Et on a plein d'exemples actuels, aujourd'hui, pas si loin de chez nous, avec les Catalans, Basques, Bretons et autres Gallois et Écossais. Oui, c'est vrai. Même à son zénith, l'Empire romain n'a jamais été un bloc culturel unique. Un paysan d'Égypte a probablement peu à voir culturellement avec un berger de Gaule. Leurs croyances, leurs dialectes, leur vie au quotidien, leur alimentation, rien ne dit qu'ils se considèrent comme faisant partie d'une même patrie. Ces hommes se voient avant tout comme gallo-romains, ou comme égyptiens, ou même, plus probablement, comme parisi ou alexandrites pour être plus spécifique, avec des identités encore plus locales. La seule chose qui les unit vraiment, leur seul lien, reste leur attachement à l'Empire, la soumission à ses lois et à ses fonctionnaires qui permettent le commerce et la stabilité. À part ça, chaque groupe ethnique de l'Empire reste globalement avec son identité propre, sans que le besoin d'écraser son voisin ou de le convertir à ses coutumes ou à ses dieux ne s'impose. Qu'est-ce qui fondamentalement empêcherait un groupe assez uni et nombreux comme les Francs, vivant pour certains en territoire romain ou à sa marge, sur plusieurs générations, d'intégrer ce grand patchwork? Honnêtement, pas grand-chose. En conclusion, ce monument soutiendrait qu'à partir du IVe siècle, les Francs commencent peut-être à trouver leur place dans l'Empire en tant que communauté. Ce qui est effectivement un big deal, même s'il est impossible de mesurer le timing et la dimension précise de ce phénomène qui va prendre de l'ampleur progressivement en 2 siècles. Enfin, pas les Francs, des Francs en fait. À partir de maintenant, on va d'ailleurs souvent osciller entre deux compréhensions du label franc. D'un côté, les francs d'Empire ou anciens francs, comme notre anonyme de Bulgarie, car arrivé déjà depuis un moment dans l'Empire, et d'un autre côté, les francs libres, ou nouveaux francs, dirons-nous pour parler de ceux qui sont encore derrière le limès, barbares sanguinaires comme les voient les Romains, toujours prêts à égorger chaque Romain qu'ils rencontrent. Je me pose d'ailleurs la question de ce qui se passe quand anciens francs et nouveaux francs se rencontraient sur le champ de bataille et se portaient des coups vicieux en dessous de la ceinture. Un krach boursier? Une dévaluation? La création du Deutschmark? Le IVe siècle marque clairement une ligne de démarcation sous ce rapport, entre ceux que tu appelles nouveaux et anciens francs. Utilisons plutôt les mots de francs d'empire et francs libres. Deux types de francs qui se ressemblent sur beaucoup de points, mais qui, clairement, évoluent maintenant dans deux mondes différents et qui vont vite être amenés à se confronter. Mais est-ce que ça pouvait tourner autrement? Avec les intégrations massives de francs depuis Probus et les autres, avec les communautés de lettres comme les migrants probables venant à la suite de recrutement de mercenaires ou pas d'ailleurs, ça devait inévitablement commencer à faire pas mal de francs au bout d'un moment, vivant plus ou moins légalement dans l'Empire romain et à ses frontières les plus chaudes. Est-ce qu'on est totalement surpris à l'idée qu'après quelques générations, ces hommes, ou leurs descendants, refassent leur apparition dans notre histoire dans le camp romain? Ce qui nous ramène à notre empereur Constant Ier, qui reçoit la visite de l'officier Gaïso en ce jour de janvier 350. Et pas pour lui annoncer une dévaluation suite à l'arrivée massive de francs. Non, Gaïso, dont on ne sait à peu près rien cependant, sinon qu'il est un officier supérieur. Et donc, qu'il est sûrement un franc d'empire pour le coup. Un homme du monde romain, mais issu d'un groupe de francs vivant en Gaule ou ailleurs. Et Constant Ier, un empereur romain avec un passé un peu compliqué. Alors oui, Constant Ier. Passons rapidement sur sa jeunesse troublée et le fait que son père, Constantin le Grand, a fait exécuter sa mère lorsqu'il était adolescent, soi-disant, même si le fait est très contesté, pour crime d'adultère avec un autre fils, demi-frère de Constant Ier, fils d'un premier mariage de l'empereur. Soit.
Rome et les auteurs antiques amoureux des ragots. Passons aussi sur l'épisode sanglant de l'héritage de Constantin le Grand, qui n'avait rien prévu de très très clair pour sa succession en 337. Constant Ier et ses deux grands frères s'arrangent apparemment pour tomber par surprise et faire exécuter illico leurs deux cousins germains, leur oncle et la quasi-totalité de leur famille côté paternel pour se partager l'Empire à trois. Soit. Rome et ses luttes de pouvoir, pas toujours très jolies. Avec un terreau familial pareil, on ne peut pas être tout à fait surpris de découvrir que Constant Ier est un homme assez redoutable, au caractère plutôt emporté. Le descendant de Constance Chlore et de Constantin a dû vite comprendre que la lutte pour le pouvoir à Rome n'est pas vraiment faite pour les âmes sensibles. Mais c'est un jeune homme doué pour la chose militaire, un César, puis un Auguste, qui fait ses preuves sur le front durant sa jeunesse, contre les Goths et les Sarmates notamment. Et un jeune homme qui va mal accepter que sa part d'héritage en 337 est toute petite par rapport à ses deux grands frères. Un homme qui va donc négocier, manipuler, batailler pour leur arracher plusieurs territoires et pousser le bouchon jusqu'à la confrontation militaire avec son frère aîné, qu'il va vaincre et tuer du même coup en 340 pour récupérer sa part d'empire et s'imposer comme unique empereur de tout l'Occident. La situation va d'ailleurs manquer de dégénérer avec son autre frère, le cadet. Mais finalement, la taille de l'empire et la masse de problèmes à gérer les poussera à trouver un terrain d'entente, chacun restant de son côté de l'empire à gérer ses propres problèmes. Constance II, le cadet donc, garde la partie est et notamment la frontière avec les Sassanides. Et Constant Ier, le Benjamin, lui garde la partie ouest et pour commencer son nouveau règne, réalise un grand classique, c'est-à-dire une campagne militaire contre les Francs libres dès 341. Une reprise en main nécessaire de la frontière que son affrontement avec son grand frère a laissé à la merci des raids. En gros, mis à part le nom de l'empereur et l'année, l'histoire des dernières décennies se répète une nouvelle fois, avec la même fin pour les Francs libres. La mort, la déportation ou les arènes. Donc Constant, le nouveau dirigeant, prend les commandes de tout l'Ouest et de son empire multiethnique. Un empereur jeune, plein d'énergie et qui apparemment ne compte pas faire de la figuration depuis son repère de Trêves. Sauf que les belles ambitions, le caractère plein d'entrain, toutes ces belles qualités qu'on prête au jeune empereur dans les textes ne durent qu'une décennie. Et apparemment, dès 349, la révolte gronde. Eh oui, les auteurs rapportent tous un retournement de situation à propos de cet empereur qui, au bout de quelques années, délaisse son rôle et se laisse glisser dans la débauche. La liste des crimes réels ou supposés imputés à Constant semble longue comme le bras. Homosexuel, ce qui semble facile à lui coller sur le dos vu qu'il n'est ni marié ni avec une descendance à 30 ans passés et qu'il passe tout son temps avec ses gardes du corps barbare. Mais aussi pour faire bonne mesure avare, cruel, glouton et pédophile. De grands vices, amplifiés grâce à des amis détestables qui l'encouragent dans tous ses travers. Mais bon, à part cette longue liste de crimes supposés que les auteurs antiques collent sur le dos de Constant, il semble que des problèmes plus fondamentaux viennent alourdir son bilan. Le poids de la fiscalité, déjà démesuré sous Constantin, ne semble pas s'alléger, pas plus que celui de la bureaucratie qui contrôle tout dans ce nouvel empire du IVe siècle. Si effectivement, Constant se désintéresse de la gestion des affaires et laisse des postes influents à des amis douteux comme les textes semblent l'indiquer, occupés par une vie de débauche, il n'est pas surprenant que sa popularité commence rapidement à s'effriter. Mais bon, la popularité au sein du peuple, c'est une priorité assez accessoire pour un empereur romain de cette époque. Plus embêtant par contre, c'est sa popularité au sein de l'armée qui commence à décliner apparemment. Une armée qui semble maintenant craindre et se détourner de cet homme, pourtant auréolé d'un vrai prestige militaire grâce à ses exploits de jeunesse. Mais un homme qui, apparemment, est un peu trop occupé à ses plaisirs et a perdu le contact avec ses soldats. Et le 18 janvier 350, on apprend donc la conspiration de plusieurs dignitaires du régime, à commencer par le chef de sa garde, un certain Magnance, qui s'allie avec Marcelin, le trésorier en chef de l'empereur. Magnance est pour sa part un personnage considérable dans l'Empire,
chargé des légions de la garde impériale et apparemment un proche de l'empereur Constant. Enfin, un ex-proche plutôt, car Magnence a attendu que Constant se soit éloigné pour une partie de chasse avec une petite escorte pour organiser un grand banquet chez Marcelin, son compère, dans la ville d'Autun, en Saône-et-Loire moderne, quartier général de l'armée. Les deux conspirateurs invitent tous les grands dignitaires de l'Empire présents sur place, dont un certain nombre sont déjà dans le complot et font le pari que, mis devant le fait accompli, tous les autres ne feront pas de difficulté. Soit parce qu'ils sont convaincus que Constant n'est plus l'homme de la situation, soit parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix s'ils veulent rester en vie. Un plan qui va parfaitement fonctionner. Magnance sort momentanément du banquet et revient habillé avec une toge à bord pourpre et se déclare donc empereur. Tous les invités emboîtent le pas, de gré ou de force, alors que les hommes de Magnance sécurisent la ville pour contrôler la fuite des nouvelles. Car tenir une ville et tenir un empire sont deux choses très différentes. Et Magnance a un plan bien précis. D'abord, se débarrasser des grands personnages de l'État liés à Constant qui pourraient vouloir se mettre sur son chemin. Un plan qu'il va réaliser en attirant à hautain au nom de l'empereur les dignitaires gênants ou risqués et en les faisant mettre à mort dès leur arrivée. Et puis, sans plus traîner, en lançant son officier, son fidèle Geizo, avec quelques cavaliers, retrouver le dit Constant et s'occuper de cette menace-là. Ok, c'est donc ça l'histoire. Geizo est bien un franc d'Empire. Un de ces hommes vraisemblablement né ou vivant du côté de la Gaule et qui a fait une belle carrière dans l'armée romaine. Apparemment, pour certains francs, certainement les plus débrouillards ou les plus nobles, être militaire, c'est beaucoup plus qu'un job de seconde zone. C'est un vrai métier, une vocation. En 350, on en a apparemment dans toute la structure militaire de l'Empire. Et il ne s'agit pas que de troufions. On en trouve jusque dans les hautes sphères du commandement et parmi les hommes de confiance des empereurs, voire des usurpateurs. Et oui, aussi stupéfiant que ça puisse sembler, en quelques décennies seulement, 3 ou 4 générations de francs d'Empire, et déjà, certains d'entre eux sont arrivés tout en haut de la hiérarchie militaire. Une sacrée ascension pour les enfants ou les petits-enfants de prisonniers de guerre ou d'immigrés économiques, pour parler avec notre vocabulaire actuel. En tout cas, pour les plus malins d'entre eux, ceux qui savent miser sur le bon cheval et n'ont pas peur de se salir les mains. Et Geizo fait partie de ce lot-là, apparemment, car ces hommes ont encerclé l'empereur Constant à Elde, qui, apparemment, n'a pas pu trouver assez de partisans pour le défendre, sauf la poignée d'hommes de sa garde rapprochée. Tous les autres l'ont abandonné, et l'église d'Elne est son dernier refuge, sanctuaire de la nouvelle religion qui s'impose dans l'Empire depuis le début du IVe siècle. Il s'est apparemment dépouillé de tous ses bijoux, toutes les marques de son pouvoir, peut-être dans l'espoir de convaincre Geizo et ses hommes qu'il accepte d'abandonner son rôle d'empereur et de se soumettre à Magnance. Difficile à dire, et personne ne sait s'il croit vraiment que ce sanctuaire ou cette attitude d'humilité pourrait suffire. Enfin, si c'est le cas, c'est une grave méprise, car Geizo et ses hommes le traînent manu militari hors de l'église sur la place du village d'Elne et font la seule chose rationnelle à faire durant un coup d'État. Ils l'exécutent sur le champ, et ainsi finit le triste règne de Constant et commence celui de son successeur, le nouvel empereur, Magnence Ier. Bon, ben, tous ceux qui, comme moi, pensaient que les coups d'État et les mises à mort express d'empereurs du IIIe siècle étaient finis, ils en sont pour leur sesterce. Alors, on pourrait croire que le rôle d'un franc comme Guizot dans cette histoire triste et anecdotique, une simple coïncidence de voir un Germain embarqué dans ce coup d'État qui ne reflète pas vraiment la situation réelle de l'armée romaine et de la société dans son ensemble à ce stade. Il n'en est rien. Car il y a une chose que je ne vous ai pas dit sur Magnence. Les sources antiques nous apprennent que le nouvel empereur serait en effet né en Gaule, à Amiens précisément, et que notre homme serait aussi, et tenez-vous bien, un franc d'empire. Selon l'auteur antique Zosime, il serait né de parents barbares, et il aurait été élevé parmi les Lettes, qui lui auraient appris le latin dans son jeune âge. Sans certitude absolue, les historiens pensent que Magnence a pu être un franc ou un métis, pour utiliser un mot anachronique, né d'un père romain et d'une mère franque. Un gallo-romain de naissance donc, mais avec du sang franc plein les veines, quelle que soit l'importance de cet héritage génétique, et qui, malgré son origine, s'impose comme le nouvel empereur romain début 350.
Parce qu'en ce milieu du IVe siècle, si aux yeux des Romains, les Francs libres sont toujours des barbares sans intérêt, les Francs d'Empire, eux, sont sur le point de prendre un rôle d'une toute autre dimension dans leur histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à consulter la biographie et les références au texte sur meropodcast.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et rendez-vous au prochain épisode.